C'est le 7e plus grand pays du monde et le plus peuplé après la Chine. L'Inde d'aujourd'hui, qui envoie des satellites dans l'espace, qui construit des grands télescopes, est en bonne place dans la course à la technologie. Mais les hindous entretiennent une histoire ancienne et particulière avec le ciel. Pour eux, les planètes sont des divinités qui influent sur les destinées humaines. Ce culte des planètes a ouvert la voie à l'astrologie, une croyance qui, depuis des siècles, régit la vie d'un grand nombre d'hindous. Ici, les multiples cabinets d'astrologues côtoient les temples consacrés aux planètes. Récits mythiques et prédictions astrologiques sont intimement liés et coexistent avec la science moderne. Je vous emmène découvrir des observatoires uniques en leur genre qui illustrent bien ce lien traditionnel entre astronomie et astrologie indienne. Alors ici, dans la fournaise de Delhi, j'ai rendez-vous avec une astronome. Alors je vais essayer de la retrouver. Je vais à l'observatoire du Jantar Mantar. Jantar Mantar signifie en sanskrit « instrument de calcul ». C'est le nom des observatoires sans lunettes ni télescopes qui furent construits en Inde au XVIIIe siècle par Jai Singh II, un maharaja féru d'astronomie. Symbole du pouvoir et de la maîtrise du temps, ces observatoires répondaient à la fois à des besoins scientifiques, politiques et religieux. Mais en grand vulgarisateur, Jai Singh II voulait aussi transmettre ce savoir à tous. Ratnasri Nandivada, du Nehru Planétarium, va m'aider à comprendre comment fonctionnent ces incroyables instruments de pierre. Ratnasri, c'est magnifique ici, mais on a l'impression d'être dans un amphithéâtre. C'est une scène de théâtre, c'est ça? Oui, les jeunes gens qui viennent visiter le site, ils jouent même à cache-cache parce que ça ressemble à un labyrinthe dans lequel on peut se perdre. Cela dit, c'est d'abord un édifice très pratique pour les astronomes car il permet d'observer et de relever la position des objets dans le ciel. Ce bâtiment s'appelle Ramyantra et comme vous pouvez le constater, c'est un immense cylindre. Tout ce qu'il y a dans le ciel s'y reflète. Chaque point qu'on aperçoit dans le ciel est reporté sur cet édifice cylindrique, que ce soit au sol ou sur les murs. Alors, le mur en face, tout comme ce pilier central derrière moi, et ces parties horizontales entre les deux, les rayons, sont de même longueur. À quoi ça sert? À mesurer par exemple la hauteur angulaire d'un objet céleste par rapport à l'horizon. Si je vous suis bien, on a le gnomon ici. Donc si j'ai une étoile qui traverse le ciel et qui passe juste en haut du gnomon, il suffit que je me mette par exemple là, à la hauteur de cette échelle, on va dire, et je regarde la hauteur de l'étoile, c'est ça? Oui. Vous mettez vos yeux au niveau de cette échelle, ici, en vous baissant. Et ce qui se passe quand vous regardez le gnomon, vous pouvez observer l'altitude d'un objet. Et dans toute cette direction-là, vous mesurez son azimut. Montante ou descendante, la course des étoiles dans le ciel n'est pas rectiligne. Pour mesurer leur déplacement, les astronomes traçaient une ligne virtuelle entre eux et l'étoile, passant par le gnomon, c'est-à-dire le pilier central. Tout au long de la nuit, ils pouvaient relever heure par heure les coordonnées verticales et horizontales des astres, ce qu'on appelle l'altitude et l'azimut. Alors le problème, c'est que ça fonctionne juste pour des étoiles qui sont assez hautes dans le ciel. Mais le problème, c'est que si l'étoile est très très basse sur l'horizon, il faut aller mesurer là-haut, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut monter. Le degré zéro se trouve au sommet. Autrement dit, il faut aller mesurer là? Oui. D'accord. Faire de l'astronomie ici, il faut être un peu sportif. Hein? Ouais. Ça fait faire un peu d'exercice, n'est-ce pas? D'accord. Alors, les petites niches permettent de se tenir de manière à ce que les yeux soient bien parallèles aux angles des murs. Donc ici. Oui, c'est ça. Si vos yeux sont bien parallèles et que vous regardez en direction du gnomon, L'étoile est à cette hauteur. voilà. On fait ça pour les observations de nuit. On fixe chaque objet directement, sauf pour le soleil, car c'est dangereux. Là, on utilise son ombre portée. Ce qui est certain, c'est que dans cet observatoire, j'irai jamais observer un astre qui se couche à l'horizon parce que je sais qu'il faudrait que je monte au sommet du mur et ça, c'est pas pour moi. Du temps de Jai Singh II, le Ramyantra était entièrement consacré à la mesure de l'espace, de la sphère céleste plus précisément. En termes modernes, ce que désire faire le Maharaja,
c'est de l'astrométrie, la mesure de la position des astres. Cela permettait aux astronomes non seulement de cartographier le ciel, mais aussi de suivre la course des planètes sur la voûte céleste au fil des saisons, de déterminer les solstices et les équinoxes, et donc d'établir les calendriers pour les rites religieux et les cycles agricoles. À 300 km au sud-ouest de Delhi, je me rends à Jaipur, au cœur du Rajasthan. Bordé de collines boisées, Jaipur est entouré de lacs et de forts. Aucune région de l'Inde n'est aussi riche en palais, en citadelles et en bazars hauts en couleur. Jai Singh II, le Maharaja astronome, ne s'est pas contenté d'y édifier son palais. Il a conçu et dessiné la ville rose sur les fondements de l'architecture sacrée. En effet, la ville est divisée en 9 quartiers qui symbolisent 9 divinités, les 9 planètes de la cosmologie hindoue. Au cœur de sa cité idéale, le Maharaja a édifié un autre observatoire de pierre monumental. À l'époque de Jai Singh II, cela fait plus d'un siècle que les lunettes de Galilée se sont répandues dans toute l'Europe. La Terre tourne autour du Soleil, les planètes sont d'autres mondes, parfois entourées de lunes, comme la nôtre. Ces nouvelles connaissances ont été diffusées jusqu'en Asie. Jai Singh II, lui aussi, s'est offert une lunette astronomique. Mais pour mesurer la position des astres, sa lunette est moins précise que ces immenses instruments de pierre. C'est magnifique. Ça c'est un bel instrument d'astronomie. Et c'est incroyable. Alors ça, pour le coup, je comprends à peu près comment ça marche. C'est assez facile à expliquer. On a le soleil qui projette son ombre sur cet immense cadran. Et au cours de la journée, l'ombre va monter. Et on peut donc mesurer le temps. Yes. Avec ses graduations gravées dans le marbre, le Brihat Samrat Yantra permet de suivre la course du Soleil. Ce cadran solaire géant fait face au sud. À gauche, le cadran du matin. À droite, celui du soir. Au centre, rigoureusement aligné sur l'axe de rotation de la Terre, le mur haut de 27 mètres projette son ombre sur les deux cadrans. Cette horloge astronomique, elle a l'air incroyablement précise. Mais quand on voit l'ombre du Soleil, elle est très floue. On ne peut pas faire de mesures précises, c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'à première vue, quand on voit la taille de l'ombre portée et la frontière entre ombre et lumière, ça semble compliqué d'obtenir une mesure précise. Mais il y a quelques trucs et astuces qui permettent de contourner cet obstacle. Je vous montre. Je ne vois pas du tout. L'ombre s'arrête ici, grosso modo. Je vais alors chercher où dépasse l'ombre d'un objet le plus fin possible, comme mes cheveux, vous voyez? D'accord. Je vais essayer de déterminer quand cette ombre se démarque de l'ombre portée. Je dirais que c'est ici. Ça, c'est précis. Ouais. Alors vérifions. La marque était ici. Voyons si c'est bon. Ici, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Au 5, il faut chercher 1 heure, 5 minutes et 48 secondes. Chaque petite gradation correspond à 6 secondes et les intermédiaires correspondent à 2 C'est secondes. très précis. Vous voyez, la mesure est très précise malgré la structure imprécise. Oui. Mais en utilisant une astuce comme celle que je vous ai montrée, on peut être précis. Sur une horloge astronomique en pierre, construite il y a 4 siècles, et qui peut durer pratiquement une éternité. En fait, elle s'arrêtera quand le Soleil arrêtera de briller, dans 4 milliards d'années à peu près. Le City Palace était la résidence du Maharaja Jai Singh II. Une partie du palais est aujourd'hui ouverte au public, l'autre est occupée par ses descendants.
je suis reçu par Om Prakash, l'ancien directeur du Jantar Mantar. Il m'ouvre les portes de ce trésor d'architecture qui cache de précieuses archives. Om Prakash me révèle un atlas encyclopédique vieux de 300 ans. Ce livre, datant de 1725 et écrit en latin, fut envoyé d'Europe à la demande de Jai Singh II. C'est une somme de références géographiques et astronomiques qui ont permis au Maharaja d'étudier l'astronomie occidentale. Cet ouvrage révèle les savoirs de l'astronomie optique, la fameuse révolution galiléenne. On trouve aussi dans l'ouvrage toutes les planètes connues à l'époque et leur orbite autour du Soleil. Grâce à ses connaissances en astronomie et à ses instruments de grande précision, Jai Singh II a pu améliorer les éphémérides. Ces tables permettent de calculer la position de tous les astres visibles dans le ciel à un instant donné et dans un lieu donné. Ces mesures sont consignées dans un ouvrage qu'il a lui-même rédigé. Ah, ça, c'est le fameux livre de Jai Singh. Et voici le fameux ouvrage. Ce sont les tables d'observation astronomique écrites par le Maharaja Sawai Jai Singh en personne. Ça, je suis pressé de voir ça, oui. On peut l'ouvrir? Oui, mais avant, enfilez ça. Ok, d'accord. Il faut le protéger, oui. Ça, c'est très, très précieux. Jai Singh relevait la position des planètes et des étoiles tous les jours. Et il rédigeait des tables astronomiques à partir de ses observations des astres célestes. Un jour, l'empereur moghol Muhammad Shah a dit à Jai Singh « Tu as observé les astres et les étoiles grâce à tes formidables instruments. S'il te plaît, je veux lire les tables astronomiques. » Alors Jai Singh a écrit un ouvrage d'astronomie en langage perse pour l'empereur. Voici les tables du Soleil, de la Lune, de Mars, tout y est. Avec reporté ici la position jour par jour des planètes, leur ascension et leur déclinaison, leur altitude et ainsi de suite. Mais comment toute cette histoire a commencé? Comment Jai Singh a découvert sa passion pour l'astronomie? Ça lui est venu à l'âge de 13 ans. Le Maharaja Jai Singh était féru d'astronomie, de théologie, d'architecture et de sciences. Mais il trouvait qu'il y avait encore trop de choses imprécises dans les connaissances de l'époque. Alors il a étudié tous les grands textes traitant d'astronomie. Il a lu et étudié longuement ces ouvrages fondamentaux de notre littérature et il s'est nourri des travaux et des écrits d'autres grands astronomes. Il se servait de la lumière du Soleil, de celle de la Lune et même de celle des étoiles, de leurs déplacements et de leurs différentes phases, des signes du zodiaque aussi. Sa passion est née et s'est alimentée via l'observation. Il voulait savoir et comprendre. L'astronomie est avant toute chose une science très pragmatique. Parfois, il y avait de grandes disparités entre deux calendriers et Jai Singh n'aimait pas cette discordance dans le positionnement des planètes. Il disait que ce qu'on voyait dans le ciel était calculable. Et que si on calculait bien, on ne pouvait pas se tromper sur les positions. Jai Singh a donc construit 5 observatoires à travers toute l'Inde parce qu'il voulait connaître chaque latitude et longitude de chaque astre céleste depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Pour suivre la course des astres, Jai Singh II, comme tous les astronomes, utilise comme repère les constellations. Ce sont ces figures imaginaires, héritées de l'Antiquité, que les hommes ont dessinées dans le ciel, en reliant entre elles les étoiles les plus brillantes. Cassiopée, la Grande Ourse, Orion, il y en a en tout 88 qui quadrillent toute la sphère céleste. 12 d'entre elles, appelées les constellations du zodiaque, sont situées dans une bande étroite du ciel, devant laquelle tournent perpétuellement les planètes dans leur course autour du Soleil. Ce sont les Mésopotamiens, il y a 2500 ans, qui ont découpé cette bande de 360 degrés en 12 parties égales, dans lesquelles ils ont tracé 12 figures. La bande du zodiaque, c'est la grille de lecture des astrologues. Au XXe siècle, une 13e constellation, Ophiuchus, le Serpentaire, a été rajoutée par les astronomes. Elle est située en partie dans la bande du zodiaque, entre le Scorpion et le Sagittaire. Jai Singh II, grand astronome, ne pouvait dissocier son savoir de la culture hindoue fortement imprégnée d'astrologie. Ses connaissances de l'horlogerie céleste étaient mises au service des croyances de son peuple. Ici, à l'observatoire de Jaipur, il a conçu un magnifique instrument de pierre qui permet de suivre les astres le long de la bande du zodiaque.
une sphère céleste creusée dans le sol. Qu'est-ce que c'est, Om Prakash? C'est un instrument qui s'appelle le Jai Prakash. Jai pour Jai Singh et Prakash qui veut dire la lumière. Et c'est en deux parties, la A et la B. L'une complète l'autre. Les deux fonctionnent en alternance par tranche d'1 heure. Il y a une petite plaque de métal suspendue au-dessus de la sphère et le soleil en projette l'ombre en dessous, sur le marbre. Cette ombre bouge en fonction de la course du soleil. Maintenant, je vais descendre à l'intérieur pour vous montrer. D'accord. Bon, moi je vais m'approcher un peu parce que c'est vraiment trop beau. Ici, c'est l'équateur céleste et les deux tropiques. Le Cancer est ici et le Capricorne est là. Il y a l'intégralité des signes du zodiaque. Le Bélier, qui commence la nouvelle année solaire chaque 22 mars. Puis après le Bélier viennent le Taureau, les Gémeaux, et ainsi de suite. On peut observer très facilement. En astrologie, c'est la constellation dans laquelle se trouve le Soleil le jour de votre naissance qui détermine votre signe astral. Lorsqu'on observe le ciel depuis la Terre au fil des saisons, on voit le Soleil séjourner dans une constellation différente chaque mois. En une année, il a parcouru toute la bande du zodiaque. À Bénarès, l'une des plus anciennes villes du monde, au bord du Gange sacré, la spiritualité exhale de chaque pierre. Les gourous, les sadhus sont partout. Et les cabinets d'astrologues aussi. Ici, on interroge les astres pour savoir quel est le meilleur moment pour ouvrir un commerce, marier sa fille, planter des cultures ou faire des récoltes. La vie quotidienne est imprégnée de cette croyance que les astres ont une influence déterminante sur la vie de chacun. L'astrologie est même une discipline enseignée à l'université. En Inde, depuis des siècles, l'astrologie est inscrite dans une discipline plus vaste, le Jyotisha, la science des lumières célestes, qui emprunte à la cosmogonie hindoue. À l'université hindoue de Bénarès, c'est dans le département de théologie que j'ai rendez-vous avec le très éminent professeur d'astrologie, le Dr Ramchandra Pandey. Cette partie de la faculté est celle où l'on enseigne le sanskrit et la théologie. Il y a 8 départements et l'un d'entre eux est consacré à l'astronomie et à l'astrologie, les deux combinés ensemble. C'est le département du Jyotisha. Le docteur Chandra Pandey est un personnage très respecté. Chacune de ses apparitions est un événement. Il donne aujourd'hui des conférences dans le monde entier. Ici, à l'université de Varanasi, dans la chaire d'astrologie, vous formez combien d'astrologues par an et comment se déroule cette formation? Nous avons en moyenne 25 étudiants par classe et nous avons 5 classes, 3 classes de licence et 2 de maîtrise. Ça fait 125 élèves et ils ont la même proportion d'heures d'enseignement en astrologie et en astronomie. Et en quoi consiste cet enseignement? On a 2 volets d'enseignement, l'un théorique et l'autre pratique. Nous étudions le système solaire selon les textes anciens, écrits en sanskrit. Cet apprentissage a pour support l'utilisation des instruments astronomiques traditionnels. L'astrologie est une science très ancienne et les gens sont naturellement intéressés par cette discipline. Mais on ne peut résumer toutes les fonctions du Jyotisha avec le mot astrologie. Le Jyotisha maîtrise l'astrologie et l'astronomie, ainsi que d'autres disciplines, comme la science des événements naturels. Cette accumulation de connaissances s'appelle en sanskrit le Shamita. Chez nous, pour chaque corps céleste, que ce soit la Terre ou les planètes, il y a toujours 2 aspects. D'abord, il y a l'aspect physique, et ensuite l'aspect spirituel. Dans les temples astrologiques, nous prions les idoles qui représentent l'aspect spirituel de la planète. Ensuite, il y a l'aspect physique qui nous permet de faire nos calculs astrologiques à partir de données astronomiques.
Pour les hindous, l'influence du ciel sur la terre ne fait aucun doute. Le Mahabharata, texte fondateur de la philosophie hindouiste, commence par une immense bataille qui se déroule pendant une éclipse totale de soleil. C'est lors de cette bataille que s'est révélé Vishnu, le Dieu suprême. Dans le panthéon hindouiste, 9 divinités ont un lien étroit avec les astres. Elles sont appelées les 9 planètes. Ici, à Bénarès, une multitude de temples sont dédiés à toutes ces divinités. Les gens viennent y prier tous les jours, et même plusieurs fois par jour. On invoquera Vénus, Veli, pour des questions d'argent, la Lune, Tingal, pour la maladie, et Mars, Sevai, pour les mariages ou les alliances. Les 9 planètes et leurs dieux se trouvent dans des orientations particulières à la naissance de chaque individu, ce qui donne la carte astrale de naissance de chaque personne. Ces dieux se trouvent dans des positions spécifiques dans le réseau des 12 signes du zodiaque. Et de la même manière, dans ce temple, chacun de ces dieux a sa propre maison. Ces positions sont spécifiques à chaque être humain. Chacun aura une planète prédominante dans sa vie. Cette planète prédominante, ainsi que toutes les autres, oriente toute la vie d'un être humain. Ce que nous acceptons comme les 9 planètes astrologiques, en y incluant le Soleil et la Lune, sont toutes abritées dans ce temple. En les priant, l'homme reste pur et tous ses devoirs sont accomplis. Il récolte pleinement les fruits de ses actes et après sa mort, son âme atteint la libération. Donc les 9 planètes sont aussi des dieux. S'ils se fâchent, cela remet en cause toutes les actions d'un individu et sa santé en souffre. Par conséquent, sa maison est envahie par les problèmes. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. Par exemple, si Saturne est fâché, il faut lui faire des offrandes, allumer des bougies, lui offrir du fer et de l'huile. Cela représente des offrandes comestibles pour le dieu, et ça l'apaise. Et quand les dieux sont apaisés, les actions et les péchés sont réparés. Dans la nuit de la ville multimillénaire, où, dit-on, Bouddha connut l'illumination, les cérémonies religieuses attirent des pèlerins venus de toute l'Inde. Chaque soir, sur les berges du fleuve sacré, le cérémonial du Ganga Arti célèbre la déesse Gange. Dans le ciel, le scintillement des étoiles se mêle aux scories rougeoyantes des crémations rituelles. Et je suis troublé par la ferveur de la ville sacrée, où le Maharaja Jai Singh II avait édifié aussi un observatoire de pierre. Alors, je repense à son étrange vision du ciel, tout à la fois rationnelle et magique. Et je convoque l'auteur de Ainsi parlait Zarathustra. Et oui, pour Nietzsche, ce qui importe, ce n'est pas tellement ce qui est vrai, mais ce qui aide à vivre.